Donc le projet du cycle de conférence, je viens de l'entendre, est très très ambitieux. Parce que le cerveau c'est très très compliqué. Moi-même j'y connais pas grand-chose. Ne parlons pas de l'intelligence, je ne sais même pas très très bien ce que c'est. Mais ce qu'on va essayer d'explorer ensemble aujourd'hui, moi avec comme grille de lecture, si je puis dire, en fait les recherches qu'on fait dans notre équipe ici à l'ULB, c'est ce qui concerne, je dirais, le développement du cerveau et on va essayer de le découvrir voilà, avec une vision aussi ouverte et aussi naïve que possible pour que vous puissiez suivre des choses qui peuvent vous avoir l'air compliquées, qui sont certainement loin de vos préoccupations quotidiennes, mais qui, je l'espère, vous apprendront quand même deux, trois choses sur le cerveau et puis sur qui on est et d'où on vient. Alors, donc en particulier, on s'intéresse au cortex cérébral. Alors, le cortex cérébral, c'est quoi? Alors, en fait, c'est littéralement, étymologiquement, les cortes du cerveau. C'est-à-dire que si l'un d'entre vous est volontaire, on peut le trépaner et ça permettra en fait de découvrir immédiatement le cortex cérébral, qui est la partie la plus visible en dessous du crâne. Vous avez surtout déjà vu ce genre de dessin. Alors le cortex cérébral recouvre l'ensemble du cerveau chez l'homme. Il est la partie la plus importante en quantitatif, c'est ce qui prend le plus de volume, ce qui prend le plus de poids dans le cerveau, mais surtout, et c'est la raison pour laquelle ces structures nous intéressent, c'est en fait sans doute la structure la plus complexe de notre cerveau, et pour cette raison sans doute la structure la plus complexe du monde vivant. Et qu'est-ce qui fait cette complexité? Ce qui fait cette complexité, en fait, ce sont les éléments de base qui le constituent, que vous voyez ici, que vous reconnaissez peut-être, et qu'on appelle cellules nerveuses, ou dans notre jargon, des neurones. J'utiliserai l'un ou l'autre de ces termes de façon interchangeable. Et en quoi est-ce que ces neurones rendent le cerveau, et en particulier le cortex cérébral, compliqué? Bien parce que dire un neurone, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des neurones, et en particulier des types de neurones différents. C'est-à-dire que notre cerveau est constitué de neurones, mais en fait, il y a plein de types différents de neurones, et c'est dans le cortex cérébral qu'on retrouve le plus de diversité neuronale. Et en fait, c'est cette diversité neuronale, justement, qui est le premier élément sous-jacent à la complexité du cortex cérébral. Et ça, je vais dans un instant, mais juste pour vous résumer un petit peu les choses, la surface du cortex cérébral est divisée en un certain nombre d'aires que vous voyez là, et ces aires ne sont pas juste une des divisions qu'un ingénieur a décidé de dessiner là, c'est en fait des divisions que l'on retrouve justement parce que les neurones qui constituent ces différentes aires sont différents les uns des autres, la façon dont ils s'agencent les uns par rapport aux autres font qu'il y a ce qu'on appelle une cytoarchitecture particulière, et qui fait qu'on les regroupe en aires différentes, et ces aires, qu'au départ, donc, il y a bientôt un siècle, ce neuroanatomiste qui s'appelle Brodmann a découvert, donc ces différentes aires, et depuis lors, on les a redécouvertes en quelque sorte, en étudiant le cerveau en fonctionnement, c'est ce dont vous entendrez parler, par exemple, par le professeur Frakowiak dans la dernière conférence. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces différentes aires qui sont constituées de types bien précis de neurones, eh bien ces différentes aires sont spécialisées dans des fonctions particulières. Par exemple, ces aires-ci sont spécialisées dans tous les aspects de la vision. Et quand je dis tous les aspects de la vision, je veux dire par là qu'il y a bien sûr des aires qui sont spécialisées, par exemple, dans la discrimination de points, donc tout ce qui a trait à l'acuité visuelle. Il y en a d'autres qui sont davantage spécialisées, par exemple, dans la reconnaissance du contraste, d'autres dans la reconnaissance des volumes, d'autres dans la reconnaissance des mouvements. Il y a même dans certaines aires des neurones qui vont être sensibles à une flèche qui arrive d'en haut, une flèche qui arrive de vers la droite, de vers la gauche, de vers en bas, etc. Donc il y a une super spécialisation fonctionnelle, c'est chaque fois ces types de neurones qui sont sous-jacents à ces spécialisations fonctionnelles. Autre aire bien connue, vous avez certainement entendu parler, ce sont les aires qui sont ici, qu'on appelle les aires de Broca, du nom du neurologue français qui les a découvertes en étudiant des patients qui avaient eu des accidents vasculaires cérébraux et qui par ailleurs avaient l'air assez normaux, si ce n'est qu'ils étaient incapables de parler, soit d'exprimer ce qu'ils pensaient, soit de comprendre, mais en particulier pour ces aires-là, d'exprimer
ce qu'ils pensaient, donc ces aires qu'on appelle maintenant du langage et qui donc sont spécialisées dans le langage parlé, son articulation, sa compréhension, etc. Donc chacune de ces aires est spécialisée dans une fonction particulière et sous-jacent sont ces neurones. Alors en plus, chacune de ces aires, on pourrait voir un peu en quelque sorte comme une sous-filiale de la grande compagnie que représente à chacun notre e-brain. Chacune de ces aires est en plus organisée d'une façon, on va dire, un peu hiérarchisée, que vous voyez là, et qui est qu'elle est organisée en couches, et en fait typiquement en 6 couches du cortex. Chacune des aires est constituée de 6 couches, et chacune de ces couches, de nouveau, est constituée de cellules nerveuses d'un type bien particulier. Mais, et en particulier, ce qui caractérise donc chacune de ces couches, c'est non seulement l'identité des neurones qui vont les peupler, mais c'est aussi la façon dont ces couches sont connectées avec le reste du cerveau. Par exemple, cette couche-ci, la couche 4, est la couche qui va recevoir l'essentiel des informations venant de l'extérieur via d'autres structures cérébrales. Par contre, ces couches les plus profondes sont celles qui vont envoyer des informations vers le reste du cerveau et vers le reste du corps. Et les couches les plus supérieures ici sont les couches qui processent l'information, comme on dit, ce sont elles qui gèrent les récepteurs et les émetteurs, c'est ce que je puis dire. Ce sont celles-là également qu'on connaît le moins. Un peu comme le haut, il y a la hiérarchie des entreprises, où je ne sais pas très bien ce qui se passe personnellement. Mais ce sont aussi, en tout cas officiellement, les plus importantes, et en tout cas dans ce cas-ci, c'est clairement les plus importantes, et ce sont notamment ces couches-là d'ailleurs qui sont particulièrement développées dans notre espèce. Mais donc, ce qui caractérise chacune de ces couches, comme je viens de vous dire, c'est la façon dont elles sont connectées avec le reste du cerveau. Et de la même façon, en fait, les différentes aires dont je viens de vous parler, c'est également comment elles sont connectées avec le reste du cerveau qui va faire qu'elles sont ce qu'elles sont. Et ces connexions, comment elles se font? Elles se font via les neurones et via ces grandes structures que vous voyez là, qu'on appelle les dendrites, et puis les plus longues structures qui partent en fait en dessous de l'écran ici et qu'on appelle les axones, qui sont à l'échelle du neurone, là aussi l'antenne et l'émetteur en quelque sorte de chacun de ces neurones. Donc voilà pour ce qui est de la complexité du cortex. Alors pourquoi est-ce que je vous explique cette façon un peu prolongée? Eh bien parce que quand on réfléchit à ce qu'est le cortex avec une vision, je dirais, très de base, et sans rentrer dans tous ces détails, le cortex, en fait, c'est ce qu'on appellerait le siège des fonctions supérieures humaines, c'est ce qui me permet de vous parler, c'est ce qui vous permet, je l'espère, de comprendre ce que je raconte jusqu'à présent, etc. Mais comment rentrer dans une complexité pareille au niveau scientifique, au niveau expérimental? C'est pas évident. Et de fait, même aujourd'hui, les sciences cognitives au sens large, vous entendrez peut-être un peu parler dans les conférences suivantes, restent des sciences qui sont un peu à la frange des sciences expérimentales et des sciences humaines, parce qu'il y a ce côté boîte noire un peu difficile à appréhender du cerveau. L'idée que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre façon d'essayer de comprendre le cerveau, qui est de partir de ces blocs de base, c'est-à-dire des cellules nerveuses, et à partir de là, d'essayer de reconstruire comment le cerveau fonctionne, comment il se développe et comment on est ce qu'on est en tant qu'individu et en tant qu'espèce. Et sachant qu'une première façon d'accepter cette vision donc, neurocentrique, entre guillemets, eh bien, c'est de se dire que ce qui fait la complexité du cortex cérébral dans une large mesure, c'est justement ce qui fait qu'il y a plein de neurones différents connectés les uns aux autres de façon hautement spécifique. Et c'est ce qu'on appelle globalement, ce que je viens de vous dire, en beaucoup de phrases, ça peut se résumer en un terme qu'on appelle l'hypothèse neuronale. C'est une hypothèse que, je dirais, le père en fait, des neurosciences modernes, Ramón y Cajal, un Espagnol qui a vécu au début du siècle dernier, a proposé et qui finalement est très 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 largement maintenant confirmé. Et je pense que même si aujourd'hui on peut considérer que plus de 90% du fonctionnement cérébral reste inconnu, à mon avis, les 10% qu'on connaît, c'est en grande partie précisément grâce à ces neurones, donc raison pour laquelle ils méritent qu'on s'y intéresse un peu. Alors, deuxième aspect maintenant intéressant, le premier aspect intéressant du cortex cérébral qu'on vient de voir, c'est cet aspect très complexe. Le deuxième aspect intéressant du cortex cérébral, c'est qu'il est divergent. Ça veut dire quoi divergent? Divergent, c'est un terme de jargon biologiste. Quand on compare différentes espèces, quand ces espèces ont des traits qui sont différents, on appelle ces traits divergents. Par exemple, nos membres sont différents
des membres des oiseaux, ils ont divergé. Nous, on a des mains, eux, ils ont des ailes. C'est ça la divergence. C'est donc le produit, en fait, de la sélection et de l'évolution darwinienne. Alors, quand c'est les mains et les ailes, c'est relativement facile à appréhender, et ça s'est passé sur des centaines de millions d'années. Mais il y a d'autres divergences qui peuvent paraître à l'échelle de la biologie plus subtiles, et qui pourtant pour nous ont beaucoup d'importance. Par exemple, celle qui a frappé en quelque sorte le cortex cérébral, puisque le cortex cérébral, premier élément intéressant, c'est une structure qui est apparue très tard dans l'évolution. En fait, on trouve un cortex cérébral que chez les mammifères. Et puis d'autre part et surtout, une fois que ce cortex cérébral est apparu, il a divergé, c'est-à-dire qu'il a changé en fait de forme et de fonction de façon assez rapide, et tellement rapide que si on compare par exemple notre cortex cérébral avec celui de notre plus proche cousin non encore en extinction, même si on continue comme ça, on va bientôt y arriver, le chimpanzé, parce qu'il nous sépare de l'ancêtre commun du chimpanzé et de nous, c'est 6 millions d'années, ce qui est vraiment une fraction de seconde à l'échelle de l'évolution du vivant. Cette fraction de seconde fait d'une part, comme vous voyez immédiatement, que notre cortex cérébral est beaucoup plus large, il a une surface beaucoup plus circonvoluée, etc. On peut voir aussi ici que le cortex cérébral, au cours de l'évolution des mammifères et singulièrement de notre évolution, est devenu de plus en plus épais, même s'il n'a toujours que 6 couches, mais il a notamment certaines couches beaucoup plus développées, notamment ces couches managériales, on va dire, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle globalement expansion de surface tangentielle, radiaire, d'épaisseur, et puis il y a surtout qu'il y a en fait un nombre augmenté et une plus grande diversité de quoi? De neurones. En d'autres termes, ce qui fait la complexité du cortex cérébral, sa diversité et la spécificité de ces neurones, c'est aussi ce qui fait sans doute la différence entre le cortex humain et le cortex de chimpanzé, c'est-à-dire très exactement la structure anatomique et fonctionnelle qui fait qu'on est en train de discuter et qu'un chimpanzé qui viendrait ici, même s'il fait toutes ces années de Polytech, ne sera pas capable de comprendre ce dont on parle parce qu'il est dépourvu des facultés cognitives appropriées, parce qu'il n'a pas notre cortex cérébral tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu long ici, mais c'est pour vous expliquer que finalement, comprendre ce qu'est le cortex cérébral et son évolution, c'est effectivement comprendre d'où on vient en tant qu'individu et en tant qu'espèce, puisque c'est sans doute l'une des structures qui fait que l'on est ce qu'on est, même si notre ami Max Bouvin, dans le fond, nous dirait qu'une autre différence significative, c'est que nous n'avons de poils nulle part, sauf à certains endroits, alors que les chimpanzés, c'est très exactement l'inverse. Mais je pense que le cortex cérébral, c'est peut-être plus intéressant à étudier quand même. Enfin, il ne dit rien, c'est qu'il est sans doute d'accord. Bon. Je n'ai pas fait au festival de Bon, alors ça c'est pour vous illustrer en vrai, en fait, ce que je veux dire par cette divergence et cette évolution du cerveau humain. Alors, l'expérience qui a été réalisée ici par, c'est pas de notre laboratoire, c'est des chercheurs qui s'intéressent à l'évolution anatomique, disons, du cortex cérébral qui l'ont fait, et qui ont comparé en fait d'une part l'anatomie du cortex cérébral humain, vous voyez à droite, et ici c'est d'un autre de nos très très proches cousins non encore en extinction, qu'on appelle les bonobos. Ce sont des cousins très très proches des chimpanzés, très proches de nous également. Et en fait l'expérience auquel ils se sont livrés, qui est une expérience virtuelle, en fait purement informatique, c'est de faire un morphing, comme on dit, donc un changement de morphologie pour que l'ensemble des circonvolutions, des petites bosses, etc., que vous voyez là, qui correspondent à des aires corticales, ressemblent au cerveau humain. Et donc vous voyez ici sur le cerveau humain, en fait, les différentes zones du cerveau de bonobo qu'il a fallu changer pour que les deux cerveaux se ressemblent davantage. Et donc, l'échelle ici, vecteur de déformation, on n'en est pas exactement comment j'aimerais ça vous pourriez sans doute mieux le comprendre, mais donc c'est en gros la façon dont on a dû changer une image pour qu'elle devienne l'autre. Et alors ce que vous voyez qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une série d'aires qui sont changées comme celles qui sont ici, qui correspondent en fait à des aires de la vision, et qui correspondent au fait que les primates ont un cortex visuel particulièrement développé, mais nous sommes les primates qui sommes les meilleurs visionneurs du monde aujourd'hui. On a une capacité visuelle qui est inégalée par beaucoup d'autres espèces. Et d'autre part, il y a cette structure ici que vous voyez très à l'avant, qui est lui, ce qu'on appelle en fait le cortex préfrontal, qui est devant le cortex frontal. Et ce cortex-là, c'est quoi? C'est typiquement le cortex dont on sait par ailleurs qu'il est impliqué, par exemple, dans la planification des tâches,
dans la prise de décision, dans toute une série de choses, donc de tâches assez abstraites et qui donc semblent particulièrement développées aussi sur le plan dont on voit ici finalement la corrélation morphologique à ce stade-ci. Donc ceci pour dire que le fait que le cerveau change de forme n'est pas qu'une curiosité anatomique, ça a évidemment un corrélat fonctionnel. Et vous voyez ici par ailleurs une autre étude plus détaillée sur des neurones bien particuliers, que vous voyez ici, qu'on appelle en fait les neurones fusiformes, spindle cells, et comme vous voyez, ils ont cette forme fusiforme très particulière, et ce sont des neurones en fait que l'on retrouve dans des échantillons anatomiques de cerveau, de cortex humain, et par contre très très difficilement dans le cortex de chimpanzé, et pas du tout dans les autres espèces. Ce qui signifie donc que ces neurones, je ne pense pas, sont uniques à notre espèce, mais en tout cas sont particulièrement abondants dans notre espèce. Et de nouveau, donc, c'est pour vous illustrer cette idée que le nombre et la qualité, la quantité et la qualité des neurones sont différents dans notre espèce. Alors, à quoi est-ce que tout ça est dû? Ça, on va y venir dans un instant. Mais en tout cas, on peut faire le pari, je dirais même qu'on a à peu près la certitude, que l'essentiel de ces différences, nombre de neurones, diversité de neurones, etc., réside dans une différence dans la façon dont ces cortex se développent. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la façon dont ces cortex se forment au stade très précoce du développement embryonnaire, et essentiellement pour ce qui nous concerne au cours de la vie in utero. Et de fait, de nouveau, pour reprendre l'idée de notre cousin chimpanzé, à la naissance, ce cousin chimpanzé a déjà son cortex de chimpanzé formé. Le petit Homo sapiens, quand il est né, son cortex cérébral est déjà formé. Ça ne veut pas dire que son développement est fini, on va y revenir d'ailleurs, mais l'essentiel est fait, l'essentiel qui fait en tout cas que ce cortex est un cortex humain. En d'autres termes, ce qui fait que notre cortex est celui-là et pas celui-là, ce sont des événements qui ont lieu au cours de la vie in utero et qui correspondent à des étapes très précoces du développement cérébral et en fait de la génération justement de ces cellules nerveuses. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dernier aspect qui mérite sans doute de vous être explicité ou rappelé et qui illustre en quoi l'étude du cortex cérébral a une importance notable, c'est le fait que la plupart des maladies du cerveau en fait, touchent d'une façon ou d'une autre le cortex cérébral, et je dirais de façon un peu ironique qu'elles touchent le cortex cérébral le plus souvent aux deux extrêmes de notre existence, c'est-à-dire soit justement au cours de ce développement, dont on va parler en détail par la suite, et qui va faire qu'on est ce qu'on est, et lorsque ce développement se passe mal, eh bien, une des conséquences les plus évidentes sont les retards mentaux, les déficits intellectuels, mais aussi des maladies qu'on considérait essentiellement comme à caractère psychiatrique jusqu'il y a quelques années, qui sont en fait des maladies neurologiques de mauvais développement cérébral, telles que les syndromes qu'on appelle collectivement l'autisme, ou autre forme classique de maladie neurologique qui touche le cortex cérébral et liée souvent à des troubles de développement, ce sont les épilepsies. Donc on parle ici bien sûr de plein de maladies différentes qui touchent plein d'enfants, d'adolescents, à un stade divers de leur développement, mais qui sont liés à un mauvais développement des cellules nerveuses du cortex cérébral. Et puis à l'autre échelle, à l'échelle finale, si je puis dire, de notre vie, les maladies typiques de nos pays où nous avons la chance de vivre âgés, les maladies neurodégénératives, Alzheimer étant la plus connue et la plus fréquente, et puis aussi les accidents vasculaires, les attaques, comme on dit, attaques cérébrales qui typiquement touchent également le cortex cérébral. Et bon, c'est pas si étonnant que ça, avec tout ce dont je vous ai dit sur les fonctions importantes que remplit le cortex cérébral, que lorsqu'il est touché d'une façon ou d'une autre, ben, il y a évidemment des signes, des symptômes cliniques qui en ressortent, et donc des maladies. Voilà. Alors tout ça pour dire que le cortex cérébral est la structure la plus compliquée du monde vivant. Première question intéressante, comment ça se fait qu'elle devienne ce qu'elle devient, et est aussi compliquée. Deuxième élément, c'est une structure qui est particulièrement compliquée dans notre espèce, et donc comprendre d'où vient cette complexité, c'est peut-être comprendre en partie d'où nous venons sur le plan de l'évolution de l'humanité, en quelque sorte. Troisième élément, de très nombreuses maladies touchent de près ou de loin ces fameux neurones du cortex cérébral. Donc ça, c'est toutes les raisons finalement qui poussent à essayer de comprendre quel est ce développement du cortex. Alors comment est-ce qu'on étudie le développement du cortex cérébral? Il y a plein de façons de le faire. Je ne vais pas vous donner un cours là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez certainement,
on peut étudier une partie du développement dans l'espèce humaine, le développement du cortex y compris dans l'espèce humaine. On ne le fera évidemment que de façon très descriptive, que ce soit en examinant comment se développe le cerveau in utero, comment il se développe dans la vie postnatale. On ne va évidemment pas faire grand-chose d'expérimental pour des raisons éthiques évidentes. Et donc quelque part, quand on veut essayer de comprendre les mécanismes fins des choses, se limiter à l'espèce humaine, ou en tout cas à nous, est clairement insuffisant. Raison pour laquelle on a développé au cours de ces dernières décennies un certain nombre de modèles animaux. Et le modèle animal par excellence qui a été développé au cours de ces dernières années, pour étudier le cortex cérébral, c'est la souris. Pourquoi la souris? Parce que c'est un petit animal de laboratoire qui se reproduit très très bien, qu'elle a un cortex cérébral, c'est un mammifère, contrairement par exemple à la grenouille, les poissons, etc., ou la mouche qu'on peut utiliser. Troisième élément, c'est un organisme que l'on peut modifier génétiquement, et donc qui est particulièrement adapté pour étudier le développement. Mais néanmoins, je vous ai parlé pendant ces dernières minutes du fait que notre cortex cérébral a des particularités qui lui sont propres, qui font ce qu'on est, que d'autre part son développement est vraisemblablement lui aussi présentant des particularités qui lui sont propres, ce qui veut dire que par définition, étudier le développement cortical de la souris va nous donner plein de réponses, mais il y aura certainement des réponses qui vont manquer. Et puis d'autre part, comme je vous l'ai dit, étudier le développement cortical humain, c'est quasi impossible expérimentalement. Et donc c'est sur la base de ce constat, de cette frustration, on a essayé de développer au cours de ces dernières années un modèle cellulaire, pas un modèle virtuel, un vrai modèle expérimental de développement cortical à partir de ces cellules dont je vais vous parler maintenant et qu'on appelle les cellules souches. Alors c'est quoi ces cellules souches? Pour parler relativement rapidement, ce sont ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires. Quelles sont ces cellules? Ce sont des cellules qui se développent au départ en fait d'embryons très très précoces, très précoces, voulant dire avant même l'implantation dans l'utérus, à partir de cette petite structure ici que vous voyez, qu'on appelle la masse interne du blastocyste. Ce sont de ces cellules, de cet embryon, que vont se développer l'ensemble des cellules qui constituent notre organisme, y compris le cortex cérébral, mais tout le reste de notre organisme va être développé à partir de ces cellules. Alors les cellules souches embryonnaires, c'est quoi? Eh bien en fait ce sont des cellules que l'on a pris à partir d'embryons pareils, mais que l'on a ensuite mis en culture dans des boîtes de culture et que l'on cultive au laboratoire, comme des boîtes de pétri dans lesquelles on cultive des cellules bactériennes, des microbes ou que sais-je. Mais ce sont des cellules, pour parler en termes anthropomorphiques, à qui l'on a fait croire ensuite au laboratoire, grâce à des signaux moléculaires, que ces cellules sont toujours dans l'embryon. Et ceci va leur donner une double caractéristique. D'une part, une capacité d'auto-renouvellement, c'est-à-dire que ces cellules croient, du fait des signaux moléculaires qu'elles reçoivent, qu'elles sont tout le temps dans l'embryon, donc elles se renouvellent en tant que telles, donc si le temps s'était arrêté pour elles en quelque sorte. Et en même temps, ces cellules gardent les propriétés de cette masse interne du blastocyste dont je vous parlais, qui est capable de donner toutes les cellules de l'organisme. C'est pourquoi on appelle ces cellules des cellules pluripotentes, parce que ces cellules, en principe, ont l'information nécessaire pour se différencier en n'importe quel type de l'organisme. Donc, c'est des cellules assez extraordinaires de ce point de vue-là. Donc, cellules à la fois pluripotentes, capables de tout, et en même temps capables d'auto-renouvellement indéfini. On pourrait presque les appeler immortelles. Ça ne veut pas dire évidemment que chaque cellule individuelle est immortelle, mais ça veut dire que chaque cellule et sa descendance, comme elle ne varie pas, ça veut dire que ce lignage en quelque sorte de cellules est en quelque sorte immortel. Ces cellules sont disponibles à la fois chez la souris et chez l'homme, on y reviendra, mais donc pour toutes ces raisons, évidemment, ces cellules sont a priori utilisables pour de multiples applications, et on les développe à l'heure actuelle pour une série de choses, pour y revenir, la recherche de nouveaux médicaments, la thérapie cellulaire, mais aussi évidemment pour essayer de modéliser des aspects du développement embryonnaire, par exemple du cerveau, et c'est là qu'on va venir maintenant. Donc ces cellules sont un peu les cellules parfaites du chercheur qui aurait envie de faire ce qu'on veut dire. En général, à ce stade-ci, il y a quelqu'un qui me demande pourquoi j'ai mis Brad Pitt et pas Angelina Jolie. Et ça, chacun en conclura ce qu'il veut. Et donc, la vraie question maintenant, c'est savoir si ces cellules éternellement jeunes et capables de tout, un peu chiantes finalement, sont capables de devenir ce tamas de cellules qui, elles, vieillissent, sont très différentes les unes des autres, très compliquées, très chiantes, mais capables de faire plein de choses, à savoir les cellules du cortex cérébral. En d'autres termes, comment de cette simplicité apparente peut-il émerger une complexité telle que celle-là?
on a démarré ces travaux il y a quelques années, c'était comme toujours d'ailleurs en science, quand on démarre un truc, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Et je dirais qu'on a démarré tout ça un peu pour s'amuser, sans trop savoir où on allait aller. Mais la question principale qui nous guidait, c'était pas tellement de savoir si les cellules souches embryonnaires ici sont capables de devenir des cellules du cortex cérébral, parce que ça, quelque part, pour nous, c'était une question un peu triviale, puisque ces cellules sont pluripotentes. Donc évidemment, elles peuvent devenir des cellules du cortex cérébral. C'est pas une question super fascinante. La question qui, pour nous, était vraiment fascinante, et pour laquelle on ne savait pas trop si on allait s'arrêter après un mois ou 10 ans, là, ça fait maintenant 7-8 ans qu'on travaille là-dessus, c'était est-ce qu'elles vont pouvoir devenir des cellules du cortex cérébral en récapitulant ce qui se passe normalement au cours du développement embryonnaire. En d'autres termes, est-ce qu'on va former quelque chose qui ressemble à du cerveau comme se forme le cerveau normalement. Et là, je vais très rapidement passer sur cette diapositive, mais pour quand même vous expliquer un peu que le développement cérébral en lui-même, indépendamment de ce que je vais vous expliquer par la suite, c'est un problème, une complexité assez fascinante. On parle d'une toute petite structure ici, vous voyez là, qu'on appelle la plaque neurale, qui est un petit amoncellement de petites cellules qui deviennent neurales, grâce à ce qu'on appelle l'induction neurale, et puis ces cellules se complexifient, se mettent à proliférer, ça fait ses formes, etc. Et puis on arrive à ce cerveau super compliqué, en l'occurrence chez l'homme 40 semaines plus tard. Et il y a toute une série d'étapes essentielles que vous voyez là, on ne va pas aller dans les détails, mais qui sont essentielles pour arriver in fine à un cerveau fonctionnel. Et donc c'était un peu du rêve pour nous de se dire qu'on allait récapituler ne fût-ce que la moitié du quart de ce que vous voyez là, et pourtant la réponse, comme vous le verrez, je vois un peu la mèche, elle est qu'il y a une partie assez surprenante finalement de tout ça qui peut être récapitulée au laboratoire. Mais notre point de départ, il a été de mettre en application en fait une découverte très classique d'embryologie que je vous décris ici, et je pense que sans rien comprendre ni à l'embryologie ni à la neurobiologie, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. C'est que on revient ici à notre embryon et sa masse interne du blastocyste. Eh bien, ce que les chercheurs classiques en fait de l'embryologie, d'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres avaient découvert, c'est que les cellules qui deviennent neurales, donc qui sont à l'origine du cerveau, le deviennent essentiellement par un processus qu'on appelle par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces cellules deviennent neurales essentiellement parce qu'elles ne reçoivent pas d'informations venant de l'extérieur. Et ça veut dire quoi l'information quand on parle de cellules? On parle de communication chimique, bien entendu. Ça veut dire que les morphogènes, on appelle les substances sécrétées par des cellules d'embryon vers d'autres cellules et qui vont les transformer pour les différencier vers différents destins, eh bien, la plupart de ces substances, en fait, bloquent la différenciation vers le devenir neural. Et donc, c'est en l'absence de toutes ces substances qui bloquent le devenir neural que les cellules deviennent neurales. D'où l'idée de par défaut. C'est en l'absence de toute information que ces cellules deviennent des cellules neurales, et plus fort encore, quelque chose qui est prédit de nouveau depuis des dizaines d'années, ce tissu neural, au départ, il va avoir essentiellement l'identité de cette structure-ci dans le cerveau embryonnaire, forebrain en anglais, cerveau antérieur, qui est justement la structure à l'origine du cortex cérébral, à la partie la plus frontale de notre organisme. Donc comme si le tissu à l'origine du cortex cérébral se développait en l'absence d'informations extérieures. Donc c'est une idée très provocatrice qui a été, je ne vais pas revenir sur les expériences qui ont suggéré ça dans l'embryon, mais c'est une idée qui avait fait son chemin, et que donc on a décidé de tester d'une façon assez unique en partant de ces cellules pluripotentes. Et en faisant une hypothèse très simple qui était, on part de ces cellules embryonnaires souches dont je viens de vous parler, qui sont en quelque sorte des cellules à qui on fait croire qu'elles sont toujours dans l'embryon, et puis on va arrêter toute forme d'information, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un milieu que nous avons appelé en anglais Defined Default Medium, une façon très snob de dire qu'en fait il n'y a rien dedans, défini par défaut. En fait, il y a juste de l'insuline, qui est une petite protéine qui permet la survie de ces cellules. Pour le reste, aucune information moléculaire. Et à notre grande joie, et dans une certaine mesure notre grande surprise surtout, eh bien, la plupart de ces cellules sont devenues en fait des cellules à identité neurale, puis ensuite des neurones, et l'essentiel de la boîte de Petri, c'est peuplé de cellules nerveuses, et plus fort encore, et on va venir maintenant plus en détail, au départ on a fait cette expérience avec des cellules embryonnaires à souche de souris, après des cellules embryonnaires à souche humaines, et dans les deux cas, non seulement on obtient des cellules nerveuses, mais pas n'importe lesquelles, en fait on obtient des cellules telles que vous les voyez ici, vous allez pouvoir me croire sur parole bien sûr, mais qui en fait on peut marquer donc,
toutes les petites structures vertes que vous voyez là sont des cellules neurales, et chacune de ces cellules, on peut les marquer ici en rouge avec une série de marqueurs, peu importe leur nom, etc., mais qui en fait signent leur identité. Leur identité quoi? Leur identité de cortex cérébral. Donc ces cellules-là, en fait, c'est des cellules précurseurs du cortex cérébral qui peuplent, donc ceci c'est des photos dans la boîte de culture, on a au départ des cellules souches, toutes simples, sans identité particulière, on leur a enlevé toute forme d'information moléculaire, et voilà qu'elles deviennent des cellules potentiellement à l'origine du cortex cérébral. Et puis les choses deviennent encore un petit peu plus complexes, et c'est là, je dirais, qu'on a commencé à être plus qu'étonné, mais carrément excité. C'est que, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait finalement le caractère particulier du cortex cérébral, c'est qu'il est constitué de plein de cellules nerveuses, ces neurones, et que ces neurones sont différents les uns des autres. C'est cette diversité des cellules nerveuses qui est à l'origine de la complexité du cortex cérébral. Et je vous ai parlé à un moment de ces fameuses 6 couches du cortex cérébral qui distinguent, qui organisent en quelque sorte chacune des aires du cortex cérébral. Mais on peut identifier ces couches, par exemple, par une série de marqueurs moléculaires, au nom relativement barbare que vous voyez là. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est de nouveau l'intérieur d'une boîte de Petri. En vert, vous voyez un marquage qui correspond à des cellules neuronales, plus ou moins matures, et les marqueurs rouges que vous voyez là, en fait, correspondent à des cellules nerveuses de chacune des 6 couches du cortex cérébral. En d'autres termes, on n'obtient pas n'importe quelle type de cellule nerveuse, on obtient les cellules nerveuses qui correspondent aux 6 couches du cortex dans la boîte de culture, sachant qu'on n'a absolument rien rajouté, et que donc, en quelque sorte, il y a une forme de mini-cortex cérébral qui s'est organisé tout seul dans la boîte de culture à la base de ces cellules souches pluripotentes, et ici en l'occurrence de l'espèce humaine. Et ces cellules nerveuses ne sont pas juste des cellules qu'on peut marquer, qu'on injolie comme ça, c'est des cellules sur lesquelles on peut faire ensuite de vraies expériences, par exemple d'électrophysiologie, c'est-à-dire qu'on peut venir avec une microélectrode au sein de ces neurones, et puis mesurer les courants, y compris par exemple ici des courants ioniques qui signent en fait la connectivité entre les cellules nerveuses. Et vous voyez ici des neurones, entre guillemets, du cortex cérébral humain, c'est des neurones qui n'ont jamais été générés dans un embryon, des neurones qui ont été générés au laboratoire, mais qui ressemblent en tout point sur le plan fonctionnel à des neurones, aux neurones qui sont dans ma tête en train de fonctionner, qui sont dans la vôtre également. Voilà, donc c'est un système naturel, entre guillemets, on n'a fait que reproduire ce qui se passe dans l'embryon, et en même temps extrêmement artificiel évidemment, puisque tout se passe dans une boîte de culture. Et là-dessus, on a le droit de se demander finalement dans quelle mesure est-ce que ça nous apprend quelque chose sur le développement normal du cerveau humain. Et donc ça, c'est là qu'on a appris quelque chose qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui, et qui est vraiment un élément que je trouve assez fascinant, et qu'on étudie de façon assez extensive dans notre laboratoire maintenant, c'est que, ok, on génère ces progéniteurs et ces neurones du cortex cérébral, mais on ne les génère pas n'importe comment. Et en particulier, c'est ce qui vous est illustré en fait ici, puis je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est que pour y parvenir, il faut laisser ces boîtes de culture tranquilles, comme je vous l'ai dit, sans information, mais il faut les laisser plusieurs mois. En d'autres termes, ce développement cortical artificiel, il a une horloge telle que pour obtenir des neurones fonctionnels, tels que ceux dont je vous ai montré les tracés il y a un instant, il faut attendre plusieurs mois, et en fait ceci vous est illustré ici. L'expérience est un peu compliquée à expliquer, mais disons que l'ensemble de ces petites lignes que vous voyez là correspond à une des cartes d'identité des neurones corticaux, de leur expression de gènes, et vous voyez ici en fait illustrer la carte d'identité de cortex cérébral développé in utero, à 19 semaines de gestation. En fait. Donc ceci correspond à l'expression des gènes à la moitié de la gestation chez l'homme. Et vous voyez ici en fait où on en est dans le développement de la boîte de Petri, dans le développement au laboratoire, après 72 jours de culture, donc plus de 2 mois. Et vous voyez que la carte d'identité commence à ressembler, donc rouge ressemble à rouge, par contre ici le noir ne ressemble pas encore au rouge, etc. Et on est parti de cette situation ici, où le bleu ne ressemblait pas du tout au rouge. En d'autres termes, on a différencié ces cellules de façon très extensive, mais peut-être même pas encore tout à fait pour récapituler ce qui se passe après 19 semaines de gestation, mais déjà au-delà de ce qui se passe, ce qui vous est illustré ici, au-delà de 9 semaines de gestation.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps mis pour obtenir des neurones du cortex cérébral fonctionnel dans cette boîte de culture correspond en fait en gros au temps mis par ce même cortex cérébral pour apparaître et se développer dans l'utérus. En d'autres termes, ce qui fait que notre cortex cérébral met des mois à se développer, à générer des cellules, etc., c'est pas les hormones de la femme enceinte, l'environnement, les interactions avec le placenta, que c'est en fait une horloge interne aux cellules corticales qui le dirige. Évidemment, la seule façon de s'en rendre compte, c'est par cette expérience. C'est pas ça qu'on avait prévu. Et donc, c'est ça la chose très étonnante. Donc, ça, c'est juste pour résumer donc un petit peu ce que je vous ai expliqué. On part de ces cellules progénitrices et on arrive à générer cette collection de cellules nerveuses correspondant aux différentes couches du cortex cérébral, sans information, sauf ce très particulier Defined Default Medium. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est que je radote un peu, mais puisque vous êtes la plupart ingénieurs, lorsque on a découvert, pour nous c'était découvrir ceci, bien sûr, d'aucun membre des départements recherche et de valorisation de l'UEB nous ont dit ok, mais c'était bien une invention aussi, donc on va appeler un bureau de brevet, on va en discuter ensemble, etc. Et donc on a expliqué aux scientifiques du bureau de brevet ce qu'on avait découvert. Et donc, je me souviens de la discussion assez surréaliste avec le scientifique, PhD du bureau de brevet, qui me disait oui, mais donc qu'est-ce que vous mettez dans ce milieu alors qui fait que vous avez des cortex cérébrales? On ne met rien. Oui, mais alors c'est quoi qui fait que. On ne met rien. Mais alors où est l'invention? Je ne sais pas où est l'invention. Donc, c'était très difficile de tourner le brevet. On a quand même fini par trouver un petit additif qui est en fait un inhibiteur de morphogène et qui nous permet d'avoir quelque chose de vaguement protégé. Mais bon, ceci. C'est pour la petite histoire, mais je trouve ça intéressant comme concept quand même que rien ne constitue donc pas une invention, mais simplement une découverte. Bon, alors, donc, ce qui fait la spécificité du cortex cérébral, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a plein de neurones d'identités différentes. Ça, j'espère vous avoir un peu convaincu aussi vite que je pouvais, aussi simplement que je pouvais, qu'on a effectivement une mosaïque, en quelque sorte, de cellules nerveuses différentes qui rappellent la complexité du cortex. Maintenant, l'autre chose, évidemment, qui fait que le cortex est le cortex, la façon dont ce cortex se connecte avec le reste du cerveau. Et ça, dans la boîte de culture, c'est un peu difficile à l'expérimenter. Donc ce qu'on a fait ensuite, pour étudier comment ces neurones peuvent se connecter, ben, c'est une expérience qui au départ, elle aussi, nous a apparu un peu comme de la science-fiction, c'est de greffer ces neurones dans des cerveaux, pas des cerveaux humains évidemment, des cerveaux de souris en l'occurrence. Et donc vous voyez le paradigme expérimental, qui consiste donc en partant de ces cellules embryonnaires souches que l'on a transformées en cellules corticales, et puis ces cellules corticales, eh bien, pour les tester en quelque sorte, stress test, on les a implantées, ici en l'occurrence, dans le cortex cérébral de souriceaux nouveau-nés. Et en ayant un moyen d'identifier, voilà, les neurones transplantés ont cette couleur verte ou blanche ici. Et puis on s'est demandé, est-ce que ces cellules sont capables de s'implanter? Et pour la petite histoire, au départ, on a fait ces expériences avec des cellules embryonnaires souches de souris et des neurones de souris. Et vous voyez les résultats ici, voilà le transplant, voilà les terminaisons nerveuses qui en sortent. Et en gros, pour résumer, on peut dire qu'après la greffe, eh bien, ces neurones sont capables d'envoyer des terminaisons nerveuses qui sont similaires à celles du cortex cérébral natif. Quand on essaie de trouver des différences entre la façon dont ces cellules nerveuses sont connectées et les cellules du cortex cérébral, on n'en trouve pas vraiment. Donc, ce qui suggère que le stress test, si je puis dire, s'est passé convenablement et que, mis en situation, ces cellules nerveuses générées au laboratoire sont capables de se développer et de développer avec le hôte, avec le cerveau hôte, des connexions appropriées. Maintenant, est-ce que la même chose serait possible avec le neurones humain? La réponse est oui. Mais avec une différence intéressante, je vais dire dans un instant. On parle donc maintenant de cellules embryonnaires souches humaines, on les transforme en cellules nerveuses du cortex humain, on les transplante chez un souriceau nouveau-né, et puis on regarde ce qui se passe. Après quelques semaines, on examine la souris, qu'est-ce qu'on observe? On observe quelques cellules que vous voyez là, qui sont des neurones humains, bon, c'est pas mal déjà, mais comme vous l'avez peut-être déjà deviné, ces neurones ont l'air même assez simples, il y a juste une petite antenne ici, il n'y a pas de branche. En fait, ils sont des neurones très immatures,
à telle enseigne qu'on s'est dit, ok, ces neurones sont là, mais c'est comme s'ils végétaient, comme s'ils n'arrivaient pas à s'intégrer, comme si l'expérience ne fonctionnait pas. Ceci, c'est typiquement 3 semaines après la transplantation. Et la raison pour laquelle on s'est dit l'expérience a raté, c'est quand on a fait la même expérience ici avec les cellules de souris, après 3 semaines, tout était fait. La connectivité avait été mise en place, etc. Donc on s'est dit comment ça se fait que ces cellules humaines, elles, n'ont pas l'air de le faire. Donc de deux choses l'une, soit l'expérience a raté, ce qui dans 99% des cas est le cas, dans un travail de laboratoire, pour ceux qui ont fait de la recherche, ils savent de quoi je cause. Alors, dans un petit pourcentage de cas, il y a parfois une hypothèse optimiste qui se révèle être la bonne, et qui dans ce cas-ci serait, au fond, on a mis 3 mois pour générer ces neurones, ce qui rappelle le temps mis pour générer des neurones in utero. Peut-être que ces neurones eux-mêmes, pour se développer, eux aussi, mettre, même dans un cerveau de souris, le temps mis pour des neurones pour se développer dans l'espèce humaine, et ça c'est aussi en nombre de mois, en fait c'est de l'ordre d'une année qu'il faut pour que des neurones corticaux soient relativement développés. Donc est-ce que c'est ça qui se passe? Eh bien la réponse est oui. En fait, si on attend, je vais aller relativement vite ici, mais si on attend non pas 3 semaines, mais 6 mois, c'est ce que vous voyez ici dans les reconstructions, toutes les petites, vous voyez ici une série de scans de coupe de cerveau de souris avec le greffon de cellules humaines ici, et toutes les petites taches noires que vous voyez là correspondent en fait aux terminaisons nerveuses humaines que l'on retrouve dans le transplant, qui n'étaient absolument pas là après 3 semaines. Et si on attend, donc, comme je vous l'ai dit, 6 à 9 mois, eh bien on finit par trouver abondamment en fait des cellules comme celle-là, vous voyez reconstruites ici, qui ont plein d'antennes et ressemblent en fait à s'y méprendre à des neurones humains développés dans le cortex cérébral, ici dans la 5e couche en l'occurrence du cortex cérébral de souris, mais que l'on a observé donc seulement 9 mois après la transplantation. Autre façon de vous le faire percevoir, et puis je vous expliquerai pourquoi c'est important sur le plan biologique, et peut-être sur le plan de la médecine aussi. Vous revoyez ici à quoi ressemblent ces neurones immatures après quelques semaines. Voici comment ils sont après 6 mois, déjà un petit peu plus matures. Voici comment ils sont après 9 mois. Donc il y a vraiment cette temporalité, qui pour la petite histoire est assez étonnante aussi, puisque ça signifie que tout ça se passe dans une souris qui a 9 mois. Une souris qui a 9 mois, c'est une souris qui est déjà une vieille adulte. Pourtant, les neurones humains, eux, ressemblent à des neurones de gamins, voire des neurones de petits bébés. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important sur le plan de la biologie? Parce qu'en fait, ça rappelle un aspect que je ne vous ai pas encore décrit dans le détail, mais on a déjà parlé par petites touches, et qui caractérise justement le développement des grands singes, et singulièrement de notre espèce. C'est ce qu'on appelle la néoténie. La néoténie, c'est un terme classique de biologie qui veut dire quoi? Mais ça se dit d'une espèce qui garde des caractères juvéniles chez l'adulte ou chez l'individu déjà en maturation, et ça c'est typiquement ce qui caractérise notre cortex cérébral. Le cortex cérébral du nouveau-né humain, eh bien, il est quelque part entre ces deux stades, et puis il va continuer à se développer dans la première, la deuxième, voire les années qui suivent. Et quelque part, cette néoténie, pourquoi est-ce qu'elle intéresse beaucoup les neurobiologistes, et puis aussi les neurologues et les psychiatres? Parce qu'en fait, elle fait justement que notre cortex cérébral est particulièrement sensible à l'environnement extérieur, puisqu'il est immature au départ, et que donc toute une série de fonctions qui caractérisent les jeunes neurones, entre guillemets, l'apprentissage en particulier, la capacité d'être plastique, de s'adapter à l'environnement extérieur, eh bien c'est une capacité qui est retenue chez la souris après la naissance pendant 3 semaines. Après 3 semaines, le cerveau de souris, il est fixé, et qui est retenu chez nous pendant plusieurs années. Je ne vais pas dire combien d'années exactement, mais on est malheureusement tous au-delà de cette période, mais c'est de l'ordre de la quinzaine d'années. En gros, là, on commence à être moins bon en maths, si je ne m'abuse. Et donc, cette néoténie, elle n'est pas juste une vue de l'esprit et une curiosité biologique, elle est en fait un trait que l'évolution a sélectionné, et qui, sans doute, a été sélectionné pour nous permettre de survivre avec des fonctions cognitives particulièrement développées, parce que nos fonctions cognitives dépendent de l'environnement extérieur. Donc, pour le dire de façon tout à fait spéculative, très par image, donc c'est extrême ce que je vais dire, mais d'une certaine façon, ce développement prolongé, c'est ce qui permet de faire de nous ce qu'on est, à savoir des animaux particulièrement culturels, capables d'échanger de l'information entre les enfants, les parents, les grands-parents, que sais-je, etc., entre pères et IRS, dans un couple, et que sais-je, parce qu'il y a cette capacité de rester plastique au cours de l'enfance et de l'adolescence, jusque beaucoup plus tardivement que dans la plupart des autres espèces.
Et donc ici, eh ben, on a un modèle expérimental en fait, pour essayer de comprendre comment ça se fait, et sachant qu'on peut évidemment faire l'hypothèse, notamment que, et là j'en viens à la médecine, une série de maladies en fait, et notamment des retards mentaux, sont dus justement à des désordres de cette horloge en quelque sorte de l'apprentissage au niveau des éléments de base des cellules nerveuses humaines. Et ceci c'est simplement pour vous montrer, plaisir je dirais de vous montrer une expérience particulièrement difficile et qui était réalisée en collaboration avec nos collègues d'Anvers, si leur nom de l'IFAM, et Julien et Elina sont de l'université d'Anvers, italien, et donc vous voyez ici en fait quoi, ces petits tracés c'est quoi? Et bien en fait c'est l'activité spontanée d'un neurone humain que Daniel a enregistré dans une souris transplantée 9 mois après la transplantation. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a fait en fait, c'est stimuler à distance le cortex cérébral de la souris. C'est les petits, donc stimuler électriquement à distance le cortex de la souris, c'est les petits tracés rouges que vous voyez là. Et le tracé noir que vous voyez ici, c'est la réponse du neurone humain qu'on a enregistré par ailleurs. Donc c'est en fait la démonstration formelle que ces neurones humains qui ont eu tant de temps à se développer sont in fine, sont finalement connectés avec le hôte, comme des neurones normaux en quelque sorte. Donc ils sont au départ immatures, pas parce que l'expérience n'a pas fonctionné, ils sont immatures parce qu'ils suivent leur propre horloge, l'horloge de notre espèce, celle qui permet à nos cellules nerveuses d'être particulièrement lentes à se développer, ce qui pourrait être sous-jacent à l'acquisition de nos facultés cognitives particulièrement spéciales. Alors dernier aspect, je ne sais pas comment j'en suis avec le temps en fait, je ne sais plus à quelle heure on a commencé. Enfin bon, il faut vous m'arrêter quand je dépasse. Alors à partir de là, il y a deux choses en fait que je voudrais discuter encore avec vous, mais celle, vous avez compris, qui m'excite pas mal, je vous l'ai déjà transmise, c'est le fait qu'on a une fenêtre expérimentale maintenant sur des aspects essentiels de l'évolution de notre cerveau, et qu'un truc qui paraîtrait très général et impossible à étudier, qui est tiens, comment ça se fait que les humains sont les humains, que leur cerveau est leur cerveau, eh bien une façon d'essayer de le comprendre, c'est parce que l'autoroute se développe très très lentement et qu'on a un système expérimental maintenant qui le montre et qui peut donc être étudié. Maintenant, deuxième chose intéressante potentiellement évidemment, même si c'est à très long terme, il faut être vraiment très clair sur le fait que c'est très long terme, et donc rester très prudent, c'est sachant que ces cellules, comme je viens de vous montrer, sont capables de se connecter avec un cerveau haut dans le système expérimental que je vous ai montré, est-ce qu'ils seraient capables de faire la même chose, pas après transplantation chez une souris nouveau-née, mais dans des contextes pathologiques et je dirais comme source pour réparer finalement des pièces qui seraient usagées, par exemple après un accident vasculaire cérébral, dans des formes de dégénérescence, etc. Enfin, c'est la fameuse idée de thérapie cellulaire par transplantation de maladies du cerveau, qui est quelque chose qui a été étudié et essayé depuis 2 décennies à peu près, avec certains succès, mais globalement quand même avec beaucoup d'échecs, et l'une des raisons pour lesquelles on pense que c'est avec beaucoup d'échecs, c'est parce que jusqu'à présent, on n'avait pas à disposition les bonnes pièces de rechange, c'est-à-dire des cellules nerveuses suffisamment constituées et qui pourraient remplacer effectivement les pièces défectueuses. Et là, ce que je viens de vous montrer, c'est quelque part un test assez exhaustif de cette pièce de rechange, en l'occurrence des neurones du cortex cérébral. Là-dessus, on s'est dit, on a commencé à regarder, même si c'est assez préliminaire, dans quelle mesure les cellules nerveuses dont je viens de vous parler pourraient être utilisées pour être greffées cette fois-ci dans le cadre de maladies neurologiques. Donc bien sûr, dans le cadre de maladies neurologiques, ça prendra énormément de temps, mais pour l'instant, simplement dans un modèle expérimental. Et en l'occurrence, donc l'idée, assez simple finalement, c'est de partir cette fois-ci de souris adultes. Et puis dans ces souris adultes, on va faire une lésion du cerveau très focale qui va constituer en fait à injecter une substance neurotoxique, dont vous voyez la formule chimique ici, c'est l'acide ibothénique, c'est que l'on extrait notamment assez facilement des champignons hallucinogènes. Les champignons hallucinogènes, il vaut mieux les manger, les fumer, mais pas les mettre dans le cerveau, et pas trop les manger, pas trop les fumer quand même. Puisqu'effectivement, en trop grande dose, ce qu'ils font, c'est un grand trou en fait dans le cortex, et toutes les cellules nerveuses meurent. Donc c'est la raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'est un modèle donc, qui est assez reproductible, etc. Donc il y a un bon modèle expérimental. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, quelques jours après, on est venu transplanter des cellules corticales. Ce que je vais vous montrer, c'est une cellule de souris. Nous obtenons le même résultat en fait avec des cellules humaines, nous savons le résultat.
on les transplante, et puis qu'est-ce qui se passe? On peut alors observer ce qui se passe. Donc la première chose qui se passe et qui est intéressante, c'est que si on attend quelques mois, le transplant est toujours là, et il envoie de nouveau toute cette petite barre noire, vous voyez là, qui correspond aux terminaisons nerveuses. En d'autres termes, le transplant s'est intégré, il a été capable de grandir dans la souris bien qu'elle soit adulte, ce qui finalement ne va pas vous étonner, puisque les neurones juvéniles dont je vous ai parlé, on était déjà capable. Et puis, on a testé dans quelle mesure ces cellules pouvaient être fonctionnelles par ce test que vous allez voir, qui est un peu... Voilà, c'est pas mon préféré, enfin, je n'ai quand même pas pour autant été un ordinateur, non, quand même, j'ai moyen. Voilà, c'est pas mon expérience préférée, mais enfin, les données sont là, elles sont quand même assez intéressantes. Et donc, c'est pas mon expérience préférée, parce que c'est une expérience qui est relativement crude, comme on dit, relativement crue, quoi, qui ne rentre pas dans les détails, mais voilà, qui consiste en fait à venir enregistrer dans la tête de la souris, au niveau du greffon. Là, on a transplanté quelques mois après la transplantation. Et ici, en l'occurrence, on a transplanté dans la partie du cortex qui s'occupe de la vision, le cortex visuel. Et puis, ce qu'on fait, c'est stimuler les yeux de la souris, donc faire un stimulus visuel dans la souris, et on pose comme question toute simple, toute crue, est-ce que les neurones dans le transplant sont excités par la lumière qui va dans l'œil? En d'autres termes, est-ce qu'ils se comportent grossièrement comme du cortex visuel? Et la réponse est oui. Donc, vous voyez le neurone, vous le voyez là, on l'a vu a posteriori, c'est un neurone transplanté. On l'a marqué de cette façon-ci pour être sûr que c'est bien celui-là. Et voici son activité électrique avant qu'on allume la lumière et au moment où on allume la lumière. Donc ce neurone est dans le cerveau, bien entendu, il ne voit pas la lumière. Donc ce qu'il est d'une façon ou d'une autre, puisqu'il y répond, il est connecté avec les centres visuels, y compris la rétine, comme du cortex visuel. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, une preuve par principe. C'est pas une preuve absolue, mais c'est une première preuve par principe de ce que les neurones, tels que générés au laboratoire, greffés dans une souris adulte, après une lésion neurotoxique, sont capables de régénérer une partie de réponse fonctionnelle. Maintenant, la vraie question que vous devriez me poser, c'est oui, mais bon, est-ce que cette souris voit vraiment avec ses cellules nerveuses? Parce que sinon, bon, et ça, je n'ai pas la réponse. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop cette expérience. Je pense que la vraie expérience, et qui est faisable expérimentalement, c'est de faire ces lésions, et puis d'étudier, sur le plan de la physiologie et du comportement de ces souris, pour voir dans quelle mesure ces réponses sous-tendent en fait un comportement, sous-tendent une réponse, et donc pourraient sous-tendre à plus long terme, dans des contextes cliniques, après des accidents vasculaires ou que sais-je, une véritable réparation cérébrale. Et donc, j'utilise toutes ces phrases alambiquées pour dire donc on est loin du compte, mais que ceci est la première petite marche d'un très très haut escalier qui peut-être donc parviendra à cette capacité de réparation du cerveau. Alors, avant d'en arriver à une autre application de ce dont je vous ai parlé, qui est en fait une application beaucoup moins éloignée, et qui, je pense et je l'espère, pourrait vraiment avoir des impacts réels sur notre santé à tous dans, disons, les 10-20 ans à venir, avant de venir à ça, je dois vous introduire en fait un dernier aspect qui concerne la biologie des cellules souches pluripotentes, et c'est pas de la neurobiologie, mais ça mérite de vous être explicité parce que c'est de mon point de vue la plus grande découverte de biologie de ce siècle. On est encore au début, bien sûr, c'est encore 86 ans. Comment? Et il nous reste 10 minutes, c'est ça? Et il nous reste 86 ans avant le 22e siècle, donc ça va quand même cool. C'est que ces cellules embryonnaires souches humaines dont je vous ai parlé, c'est des cellules qui sont, on en parlera peut-être dans les questions, je vais aller assez vite ici, c'est des cellules qui sont dérivées au départ d'embryons humains préimplantatoires. Alors, comment est-ce qu'on trouve des embryons humains préimplantatoires? En fait, relativement facilement dans notre monde moderne, dans la mesure où il existe une technologie que vous connaissez tous, qui s'appelle la fécondation in vitro, qui est une des thérapies essentielles de l'infertilité masculine, féminine ou combinée. Et pourquoi est-ce que c'est une source d'embryon? Parce qu'en fait, quand on fait une fécondation in vitro, on prend du sperme, on prend des ovocytes, on les met ensemble, on a une série d'embryons, et puis on en réimplante qu'un ou deux. Et tous les autres, on les appelle des embryons surnuméraires, ce qui n'est pas très chic, mais qui a le mérite d'être explicite. Ce sont des embryons qu'on ne va pas réimplanter. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces embryons? Il y a trois possibilités, et c'est au couple évidemment qui a généré ces embryons indirectement de le décider. Ils peuvent décider de les garder, par exemple s'ils veulent un autre enfant. Ils peuvent décider de les détruire, s'ils ne veulent que rien n'en soit fait, ou ils peuvent décider de les donner à la recherche.
Et s'ils sont donnés à la recherche, eh bien, un des trucs qu'on peut faire avec eux, avec ces embryons, c'est les cellules embryonnaires souches. Et en fait, toute la recherche que je vous ai décrite aujourd'hui, elle est basée sur ces cellules dérivées au départ d'embryons surnuméraires donnés par des parents avec leur consentement, etc. Donc, ceci pour dire qu'on n'a pas détruit au sens strict les embryons, on a plutôt choisi de faire de la recherche avant de les détruire. Je pense que c'est une notion intéressante à garder en tête. Mais néanmoins, si un jour les expériences que je vous ai décrites s'avéraient être probantes pour guérir tous les accidents vasculaires cérébraux de la planète, il n'y aurait plus assez d'embryons surnuméraires pour fournir le nombre de cellules qui permettent de faire cette thérapie cellulaire, etc. Et donc on rentrerait dans un imbroglio de problèmes logistiques et éthiques, je crois, assez insurmontables. Raison pour laquelle ces cellules US humaines, même si la recherche à petite échelle, telle que nous la faisons, ne pose, à mon avis, pas de problème éthique majeur, c'est clair que si on voulait le faire à l'échelle mondiale, que ce soit à la clinique, etc., ça deviendrait très problématique. Raison pour laquelle les chercheurs au cours de ces dernières années ont essayé de développer d'autres technologies permettant d'avoir accès à des cellules pluripotentes, mais sans détruire des embryons. Et c'est en particulier, donc c'est pas sans rappeler en fait ce film que vous avez vu, le Curious Case of Benjamin Button, ou Brad Pitt, encore lui, oui désolé, mais comme un vieux monsieur et fini comme un bébé. En d'autres termes, est-ce qu'on pourrait inverser la flèche du temps et transformer les cellules qui ne sont pas embryonnaires en cellules embryonnaires? Et pour mettre une courte histoire, une longue histoire, pour résumer une longue histoire en quelques mots, cette technique a été mise au point et inventée en fait un chercheur japonais qui s'appelle Shinya Yamanaka et qui a eu, et il l'a inventé il y a peu de temps, il y a 6-7 ans en fait, il a eu très rapidement le prix Nobel pour cette découverte. Parce que cette découverte est quand même assez extraordinaire. Il est parti en fait de cellules adultes, et demain on peut faire, aujourd'hui on peut faire l'expérience avec vous, on peut prendre des cellules de votre peau, et ce sont donc des cellules d'adultes, on les met en culture, et puis on injecte dans ces cellules ces 4 gènes que vous voyez là, qu'on appelle maintenant des facteurs de reprogrammation. Et ces facteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer une petite partie de ces cellules en cellules qui ont toutes les caractéristiques des cellules embryonnaires souches dont je vous ai parlé tout à l'heure, pluripotence et capacité d'auto-renouvellement, et donc dans une certaine mesure immortalité. Ces cellules, on ne les appelle pas ES, puisqu'elles n'arrivent pas de l'embryon, mais on les induit, c'est pourquoi on les appelle IPS, pour Induced Pluripotent Stem Cells. Alors pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Ça signifie évidemment, d'une part, qu'on peut partir de ces cellules et potentiellement agir faire de la thérapie cellulaire, puis on peut faire d'autres choses intéressantes avec elles. Mais première question évidemment, est-ce que ces cellules dérivées de peau sont vraiment comme des cellules embryonnaires? Donc ça c'est quelque chose qu'on a décidé de tester nous-mêmes dans notre contexte de développement cérébral. C'est ce que vous voyez illustré ici. On est parti de fibroblastes de peau, à la fois de patients présentant en fait des retards mentaux. Ça a été ça notre cible première, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents à ces retards mentaux, et puis aussi de gens normaux. Et puis, on est parti de ces cellules fibroblastiques, donc qui sont dans le derme, en fait, dans la partie profonde de la peau. On a reprogrammé ces cellules, on a fait les cellules pluripotentes, et puis ensuite, avec ça, eh bien, en quelques semaines, on fait les neurones corticaux, que vous reconnaissez peut-être maintenant, avec leurs marqueurs de couches corticales qui sont là. Donc on génère cette fois-ci non plus à partir de cellules pluripotentes, embryonnaires, mais à partir de cellules qui, quelques semaines avant, étaient des cellules de peau, des cellules nerveuses qui ressemblent en tout point aux cellules qui peuplent notre cortex cérébral. Et suivant de nouveau la même horloge dont je vous ai parlé et les mêmes mécanismes, et avec la même efficacité que ce que je vous ai décrite. Et d'où l'idée qu'on peut alors envisager de faire avec ça quoi? En particulier des modèles pour étudier les maladies neurologiques, en particulier génétiques, mais pas uniquement humaines. Puisqu'une bonne partie en fait, des maladies dont on a parlé tout au début de l'exposé, l'autisme, les retards mentaux, la maladie d'Alzheimer, une série de formes d'épilepsie, la maladie de Parkinson, enfin toute une série en fait, sont des maladies qui sont aujourd'hui étudiées expérimentalement. Comment? Par des modèles animaux, qui ont leur qualité, qui permettent d'avancer quand même assez fort dans le domaine, mais qui néanmoins restent aujourd'hui incapables, ces modèles animaux, de récapituler toute une série d'aspects essentiels des maladies humaines. Et par exemple, la maladie d'Alzheimer, qui a une série de caractéristiques très particulières lorsqu'on regarde un cerveau d'Alzheimer, c'est comme ça qu'on diagnostique finalement le cerveau d'Alzheimer, c'est a posteriori en fait, dans le cerveau autopsié, il y a des caractéristiques qu'on n'arrive jamais à récapituler dans tous les modèles expérimentaux que l'on fait chez l'animal.
Et bien sûr, la conclusion que tout le monde en a tirée, c'est qu'il y a quelque chose de spécial dans les cellules nerveuses humaines et qui fait qu'elles sont sensibles à cette maladie, que ne sont pas les maladies, que ne sont pas les cellules animales. Et d'où l'intérêt maintenant énorme, en fait, non seulement des chercheurs, mais aussi, en fait, dans une certaine mesure de l'industrie pharmaceutique, pour ces modèles que vous voyez là, et qui sont donc de générer des cellules nerveuses à façon, comme des cellules nerveuses du cortex cérébral, mais y compris à partir de cellules de peau de patients, et qu'en quelque sorte, on est chacun, finalement, pour notre maladie, si je puis dire, nos propres organes, y compris notre cerveau, accessibles au laboratoire pour tester comment une maladie s'est développée, ou pour tester, évidemment, dans une certaine mesure aussi, par exemple, comment tel ou tel médicament pourrait agir sur ces cellules nerveuses. Et donc, pour résumer très très fort les choses, on a développé cette technologie de cellules embryonnaires souches et cellules pluripotentes induites au départ, comme je vous l'ai dit, pour essayer de mieux comprendre le développement cérébral. On a appris quand même un truc assez étonnant qu'on n'a pas du tout prédit, c'est que le cortex cérébral, finalement, il se développe tout seul. Que les cellules, une fois qu'elles sont corticales, elles ont cette capacité d'auto-organisation, ce qui est quand même assez contre-intuitif si on se dit que c'est la structure la plus complexe du monde vivant, première chose. Deuxième chose, on a appris que ce développement est spécifique d'espèces et que donc il nous apprend aussi des choses sur la façon dont notre cerveau humain se développe, ce qui pourrait ne pas être qu'une observation triviale, puisque ce qui caractérise notre développement et qui fait nos capacités cognitives, c'est notamment cette lenteur relative. Et puis, troisième aspect, il y a ces applications. On a parlé de la thérapie, de la réparation du cerveau d'une part, et puis cet aspect de modélisation des maladies. Et comme je le disais, je pense que c'est ici, en fait, que la technologie des cellules souches pluripotentes risque d'avoir des applications, que ce soit pour des maladies du cerveau, ou des organes, parce que c'est un outil expérimental, en fait, à disposition. Là, j'ai l'impression que je suis plus là. À disposition, there you go, à disposition des chercheurs, que ce soit des chercheurs des universités, de l'industrie pharmaceutique, pour modéliser les maladies et pour tester aussi d'éventuels nouveaux traitements. Et voilà la petite dia qui vous résume ce que je viens de vous dire, un outil donc des cellules souches au cortex, de recherche fondamentale et puis de recherche plus appliquée également, tout en gardant en tête, évidemment, c'est une diapositive qui est dans tous les talks, quel qu'il soit, pour faire un peu de pub pour notre ami, que les modèles, que ce soit les modèles artistiques ou les modèles scientifiques, ce ne sont que des modèles, et qu'en d'autres termes, toute la recherche qu'on fait sur ces modèles devra être d'une façon ou d'une autre complémentée par d'autres études sur les modèles animaux, et puis à plus long terme, évidemment, essayer de convertir ces découvertes en application pour des patients sur un plan plus médical. Et je vais, avant de conclure, parce que soudain je perds ma diapositive, je sais pas pourquoi, avant de conclure, remercier et vous présenter un petit peu tous ceux qui ont fait ce travail, parce qu'en gros, moi je ne fais pas grand-chose, je ne vais pas me présenter les données. Au laboratoire, donc au sein de notre laboratoire de la faculté de médecine, il y a l'IBHM et l'Institut de neurosciences de l'USB, en particulier Nicolas Gaspard, qui est un neurologue en spécialisation, qui est actuellement aux États-Unis, mais qui a été le premier pionnier dans notre laboratoire à faire ce cortex en boîte chez la souris. Et puis à sa suite, Irastuni Camacho, chercheuse qui est venue d'Espagne et de Louvain, et qui a elle mis au point tout le système humain dont je vous ai parlé, et les expériences de transplantation qui ont été réalisées par de nombreux chercheurs de laboratoire, vous voyez les noms ici, ainsi qu'en collaboration avec des chercheurs français de Poitiers, des chercheurs japonais de l'université de Kawasaki. Je vous ai parlé de nos collègues d'Anvers qui nous ont aidés à faire des enregistrements chez la souris, et d'autres collègues de l'ULB, Serge Hickman et David Gall, qui nous ont aidés à faire d'autres enregistrements plus localement. Et enfin, les projets dont je vous ai parlé, où on essaie de modéliser des troubles génétiques du développement cérébral et des retards mentaux, qui sont en collaboration avec l'hôpital Erasme, et en particulier le groupe de Marc Abramovich. Et je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Que donne la lumière des fascinés visuelle?
demandé, vous avez dit que l'homme a les meilleures capacités visuelles. J'ai pas entendu le début de ta question. Vous avez dit que l'homme a les meilleures capacités visuelles de toutes les espèces. À ce moment-là, je me suis demandé, tiens, l'aigle par exemple, le faucon, ou même les chats ont peut-être une meilleure capacité visuelle que nous. Bonne question. Non, c'est vrai. Et donc, je me suis peut-être laissé emporter parce que finalement, tout dépend quel est le type, l'aspect de la vision qui nous intéresse. Et donc, il y a un truc qu'on dépasse de loin, l'aigle, le faucon et tous les oiseaux, c'est la vision stéréoscopique, c'est-à-dire la vision en 3 dimensions. Et elle nous est donnée, en fait, elle n'est pas spécifique à l'homme, celle-là, elle est spécifique en particulier à la plupart des mammifères. C'est que nous avons des yeux en fait qui sont eux strictement localisés en registre l'un avec l'autre. Okay, on a les yeux qui sont en face des trous, oui, ça bien sûr. Mais en plus, ils sont vraiment chacun dans l'axe, ce qui est avec un très léger décalage quand on bouge les yeux, qui font qu'on a. C'est la comparaison en fait de ce léger décalage qui nous donne la vision stéréoscopique. Les oiseaux ont les yeux davantage décalés et n'ont pas en fait la connectivité au sein du cerveau qui leur permet de faire cette comparaison et d'avoir cette vision en 3D. En fait, l'absence de vision 3D, c'est celle qui vous est déjà arrivée à tous. Vous êtes un peu sous et que vous n'avez plus regardé que comme ça, et qu'alors, en fait, vous cognez à la porte, pas uniquement parce que vous êtes sous, mais aussi parce que vous ne voyez pas bien. Donc, c'est vrai, le relief, vous avez un truc à expliquer la prochaine fois que ça vous arrive. Le relief en 3D, parce que c'est la comparaison des yeux qui. Alors, tu as raison, c'est clair que la mouche, par exemple, est un animal. Et la mouche drosophile est un organisme magnifique pour étudier la vision, parce qu'elle est en fait, la rétine est composée de plein d'yeux différents, et la façon dont ça marche, dont ça lui permet par exemple de se poser au plafond, etc. En fait, des choses que nous on ne sait pas faire, sont assez extraordinaires, mais cette capacité que notre optique visuelle a de percevoir finalement toutes les caractéristiques d'un objet, ça c'est quand même un truc très spécifique des primates, et parmi les primates, nous sommes vraiment, je pense, objectivement les meilleurs, sans être chauvin. Ce qui est intéressant d'ailleurs, pour rebondir sur ta question, et je reviens à mon dada, à savoir l'évolution, c'est que des chercheurs qui s'intéressent plus à l'imagerie et à la cognition, en particulier Stanislas Dehaene au Collège de France, ont montré que les aires qui sont impliquées dans la reconnaissance des lettres, et donc de la lecture, sont en fait des aires qui sont utilisées chez les singes, qui ne lisent pas, mais qui permettent à ces singes de reconnaître des éléments très particuliers, du relief des arbres, des fruits, que sais-je. Entre termes, on a recyclé cette capacité assez unique de la vision de grands singes pour faire autre chose. On a inventé, et qui en l'occurrence est l'écriture. En d'autres termes, l'air, il y a des aires du langage, il y a aussi des aires de l'écriture entre guillemets. En fait, ce sont des aires visuelles super compétentes à discriminer des petites formes les unes des autres et qui nous ont permis justement de développer ce sens de la lecture. En d'autres termes, si on avait une acuité visuelle, une capacité visuelle moindre, on n'aurait pas inventé ça. On aurait peut-être inventé autre chose qui nous permet de communiquer à distance, mais sans doute pas aussi basé sur la vision. On y réfléchit, énormément de choses dans notre communication est basée sur la vision, y compris la communication. Ici, si tu ne me voyais pas, ce serait déjà différent. Une question ? Il y avait une question là devant aussi, mais allez-y déjà, monsieur, si vous voulez. Quand on regarde le cerveau, il y a des neurones, mais ça ne représente que 15% des cellules qui sont dans la tête. Il y a des cellules gliales aussi, il y a des tas de cellules gliales qui est un nom pour expliquer ce qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, je vais terminer ma question. D'autre part, expérimentalement, on sait bien qu'on est, par exemple, dans les travaux de la recherche, on est plus créatif quand on est dans une période heureuse et pratiquement, totalement non créatif quand on a mal aux pieds ou mal dedans. Donc, il semble que tout ce qui est l'aspect hormonal et émotionnel a une influence. Or, d'après ce que j'ai pu lire, les synapses ne fonctionnent pas de la même manière dans des ambiances émotionnelles différentes. Alors, vous n'avez jamais parlé de ça? Non, en effet. On peut, hein, mais on a tous un peu faim et soif. Mais je peux répondre, je peux essayer de répondre à tout ce que vous avez dit. Donc, premier élément. C'est vrai ou c'est pas? Alors, donc, premier élément. Donc, c'est pas 15%, c'est plutôt l'inverse, en fait. Donc, l'écrasante majorité des cellules du cerveau sont des neurones.
Mais par contre, vous avez raison qu'il y a d'autres cellules très importantes qu'on appelle les cellules gliales, qui ont été longtemps un peu des cellules délaissées et qu'on ne trouvait pas très intéressantes et qu'on appelait cellules de soutien, et qui en fait, aujourd'hui on s'en rend compte, jouent un rôle essentiel, notamment dans l'instruction, comment dirais-je, dans la facilitation, disons, de la communication entre les neurones, et notamment au niveau des synapses. D'ailleurs, on a des expériences en fait où on étudie ça et on co-cultive, donc on prend nos cellules nerveuses qui sont que nerveux, on met des cellules gliales avec elles et communique mieux à ce moment-là, et donc c'est ce sujet qui a effectivement une information dans les cellules gliales vers ces cellules nerveuses. Donc c'est sûr que c'est important, il y a une série de maladies aussi qui sont des maladies des cellules gliales, la sclérose en plaques par exemple. Donc on ne propose certainement pas de minimiser ces cellules, mais globalement quand même, il y a un fait expérimental clair, c'est que l'information en tant que telle, le vecteur de base, ça ce sont les neurones via les synapses. Donc les cellules gliales facilitent les choses, mais l'instruction elle-même, donc pour parler en termes un peu computeromorphiques, je veux dire les microprocesseurs de base, donc les unités de base du cerveau, ce sont les neurones, et les cellules gliales viennent en plus, si je puis dire. D'ailleurs, il y a des gens qui font des petits réseaux fonctionnels, qui sont un peu des transistors, avec des cellules nerveuses, sans avoir besoin de cellules gliales, pour autant qu'il y ait en fait les substances chimiques qui permettent de donner les qu'il faut. Mais après, il y a un autre point qui est super important évidemment. Alors je ne sais pas si on est plus créatif quand on est heureux, je pense que c'est un gros débat. On peut en parler à Van Gogh d'ailleurs par exemple, ou à Baudelaire. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est sûr que tout est dans tout. Et que donc on a une vision, je vous ai donné une vision analytique du cerveau, les pièces de base sont les neurones, ils sont répartis en couches, qui elles-mêmes sont réparties en aires, et tout ça fait que ça marche un petit peu comme une entreprise collective ou que c'est. C'est clair que c'est une vision de l'esprit à visée essentiellement pédagogique pour que vous perceviez un peu ce qu'il en est. C'est clair que d'un autre côté, le cerveau fonctionne totalement globalement. Et que donc, à tout moment, il y a des cellules nerveuses à un certain endroit qui sont activées sans que nous sachions exactement ce que cela signifie. Et sachant que ce que cela peut signifier, par exemple, eh bien, c'est que la façon dont je vous regarde n'est pas nécessairement la façon dont je vous regarde si j'ai bu un verre de bière, n'est pas la façon dont je vous regarde si j'ai eu une très mauvaise journée, c'est pas une façon dont je vous regarde si j'ai super mal au dos. Et donc, il y a une influence évidente à la fois des autres zones du cerveau, et à travers ces autres zones du cerveau, évidemment de l'environnement extérieur. Mais ça, c'est précisément ce que j'ai essayé de vous expliquer avec ces neurones qui restent très peu immatures, qui restent très immatures pendant longtemps, et c'est une des caractéristiques de notre espèce, et c'est ce qui nous rend, entre guillemets, assez fragiles, et en fait particulièrement sensibles à l'environnement extérieur, et je pense que c'est effectivement cette sensibilité qui est à la base de l'intelligence. En d'autres termes, sans corps et sans sensation, il n'y a pas d'intelligence de mon point de vue. En tout cas, pas la même forme d'intelligence. Il y a d'ailleurs à cet égard un film très intéressant pour l'instant sur nos écrans qui s'appelle Her et qui raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son operating system, qui a la voix de Scarlett Johansson, merci, voilà. Et donc c'est assez intéressant parce qu'elle n'a aucun corps, elle n'a pas de corps, etc. Donc c'est une relation amoureuse. Voilà, donc le corps, les émotions et tout ça, c'est évidemment essentiel également pour le fonctionnement du cortex, mais voilà, c'est une autre histoire. Peut-être une dernière question. Oui, si vous pouvez aussi accélérer le processus d'évolution des cellules, parce que s'il faut attendre chaque fois 8 mois, 1 an, avant de voir une évolution, c'est fatigant de les avoir. On a envie d'avoir des résultats plus rapidement et de pouvoir... Oui, alors, c'est sûr qu'on est en droit de se dire ça, on est en droit de se dire aussi si on veut l'utiliser comme système de routine, par exemple, dans l'industrie ou que sais-je, ce serait utile également. Comment dirais-je, je pense que pour savoir comment l'accélérer, en tout cas c'est ce que je pense, on va d'abord essayer de comprendre comment ça se fait que c'est si lent. Et en comprenant comment ça se fait que c'est si lent, je pense qu'on trouvera le moyen de l'accélérer. J'avais dit, c'est la même question et ce sont en fait les mêmes expériences qu'on est en train de faire. Donc par exemple, une question qu'on se pose, c'est, tiens, si on mélange des cellules embryonnaires de souris et humaines, qui
qui va se mettre à l'horloge de l'autre, et ou est-ce que les souris vont se développer très vite et les humains très lentement et qu'il n'y a aucune influence, ou est-ce qu'il y en a une? La réponse est entre les deux. Oui, il y en a une dans une certaine mesure. Donc la question c'est quoi les facteurs qui influencent l'un l'autre, etc. Et donc à terme, en répondant à la question assez fondamentale finalement qui est comment ça se fait que c'est si lent, quelle est l'horloge là derrière, on répondra aussi sans doute à une question à visée plus appliquée, et qui est comment est-ce qu'on peut en faire un système pour lequel on ne doit pas attendre 2 ans avant d'avoir effectivement un résultat. Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose à la boîte avant d'inoculer à quelqu'un? Donc oui, ça c'est une question qu'il faudrait presque plus poser à notre orateur suivant, Marco Dorigo ou à Guersini. La réponse que j'ai donnée tout à l'heure, je suis fort tenant de ce que quelque part sans l'environnement extérieur, je ne suis pas sûr qu'on puisse apprendre grand-chose. D'ailleurs, les machines qui apprennent d'une façon ou d'une autre, elles ont besoin de beaucoup d'input. Donc je crois que ça c'est un des vrais challenges en fait pour ce genre de choses, c'est comment arriver à amener un input qui soit informatif au réseau qui est là. Parce qu'en principe, on pourrait imaginer de construire un réseau qui n'est pas sans similitude avec un ordinateur très très frustre, on va dire. Donc votre question est tout à fait appropriée. Mais la question c'est comment faire l'interface de la machine vers là, que ce soit instructif, ça. Je pense qu'il y a des gens qui font de la recherche là-dessus, et donc je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, on puisse imaginer de faire ce genre de choses. Ce que nous faisons à notre échelle pour l'instant, et qui est relié d'ailleurs à la question du temps, c'est est-ce que ces neurones qui ont l'air si immatures, est-ce qu'ils apprennent mieux? En d'autres termes, est-ce qu'ils ont une capacité d'apprentissage prolongée, y compris quand ils sont chez la souris? Et, ce qui serait assez excitant, on verra bien si c'est le cas ou pas, est-ce que par hasard, ces souris qui ont des neurones plus jeunes et qui restent très longtemps immatures, est-ce qu'elles apprendraient mieux avec ces neurones? C'est une question un peu liée, on verra ce que ça va. Monsieur. Une dernière question, vous pouvez interroger l'orateur autour d'un petit verre. Est-ce qu'on peut donner son cerveau? Alors, bien sûr, c'est une boutade, mais au-delà de Coluche qui dit qu'on est le cerveau d'un Belge puisqu'il n'a jamais servi, est-ce que ça peut être utile, si je décide que je ne suis plus très utile à la communauté, si ce n'est encore donner mon cerveau à la science? Est-ce qu'il est trop vieux pour que ça vous soit utile? Est-ce que vous allez pouvoir progresser mieux? Et est-ce que vous allez pouvoir soulager les souffres? Je ne sais pas si elles souffrent ou pas, mais c'est là ma question. La question c'est est-ce que les souris... Est-ce que c'est encore utile de le donner? Est-ce que c'est techniquement possible d'imaginer ce don d'organes vivants? Ouais. Et est-ce que ça soulagerait les souris? Alors, est-ce que ça soulagerait les souris de quoi? Oui. Elles ne sont pas demandeuses, moi éventuellement aussi. D'accord. Oui, ce serait utile. C'est clair que ce serait utile. C'est quelque chose qui ne se fait absolument pas. Je vous avoue que vous me prenez un peu au dépourvu parce que j'y ai jamais réfléchi. Donc, bon, je pourrais penser à le prendre celui des autres sans donner le mien. Ça m'arrive quand même. Donc, pour vous dire à quel point c'est utile, donc nous avons un programme en fait au laboratoire en collaboration avec les hôpitaux de l'UDERP et de Bruckmann et d'Erasme de prélèvement de tissu cérébral fœtal. Donc ça c'est typiquement, c'est un autre contexte, mais enfin autant en parler finalement, et donc il nous a permis de faire beaucoup de progrès dans la compréhension du développement cérébral, et qui donc est typiquement un don spontané, en l'occurrence de couples ou de femmes par exemple qui viennent pour une interruption volontaire ou médicale de la grossesse, et donc c'est clair que c'est ce matériel, on ne peut pas l'appeler autrement, résiduel, a une importance énorme et un impact énorme sur les connaissances en biologie, puisque ça permet justement de comprendre l'humain. Et donc, pour l'instant, on fait ça donc essentiellement pour ces étapes précoces, et c'est clair que pour la suite, aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile, à la fois au niveau du public, mais aussi au niveau des hôpitaux, etc., au niveau de l'infrastructure, du coût et tout ça, imaginez d'utiliser du tissu vivant. Il y a cela dit des projets en cours. Je sais qu'il existe un projet comme ça au niveau français, où il y a un hôpital qui est basé à... Il y a un laboratoire en fait, qui s'appelle l'Institut Neurosciences de la Méditerranée, c'est un peu rêvé, de Benary, qui fait des études sur l'hippocampe, qui est une région impliquée dans l'apprentissage humain, à partir de tissus qui sont les pièces opératoires de neurochirurgiens. Donc ce n'est pas un don proprement dit,
Et donc on apprend plein de choses là-dessus, y compris en se posant plein de questions sur le développement de l'hippocampe chez l'homme, etc. Des questions qu'on ne pourrait pas se poser autrement. Donc à terme, oui, c'est clair que ce serait utile. Pour chacun d'entre nous, la question c'est, elle est aussi en fait organisationnelle, financière, et est-ce que tout le monde est prêt à accepter cette idée, y compris dans un milieu hospitalier? C'est une bonne question. Ok, voilà. Je pense que vous pourrez poser vos questions durant le break. Je reste un petit peu. Je remercie vivement Thérèse Doré pour sa présence.